Suite de la présentation sur les modèles numériques du climat, je vais à présent vous faire une rapide démonstration du logiciel SimClimat. Alors j'ai déjà lancé le logiciel, que j'ai déjà installé sur mon ordinateur. Voilà comment se présente l'interface et je vais directement lancer une simulation en appuyant sur ce bouton. On me propose de choisir un état initial, alors je peux choisir maintenant. Maintenant c'est la situation actuelle, enfin celle qui est mesurée en 2007, 15,3 degrés Celsius de température globale moyenne et 400 ppm, 405 même je crois, ppm, parties par million de CO2. Ou bien, je peux choisir, en cliquant ici, de me placer à l'époque pré-industrielle, c'est en réalité 1750, et on considère que la température est de 14,4 degrés Celsius avec un taux de CO2 beaucoup plus faible, de 280 ppm, évidemment, puisqu'il n'y avait pas encore les émissions anthropiques et tout le déséquilibre qui va avec. Donc je choisis ceci, par exemple. Je peux aussi choisir la durée de la période qui m'intéresse. Donc par exemple, si je veux aller de 1750 à 2000, je vais mettre une valeur de 250 ans. Je continue, je peux donner un nom à ma simulation, alors par exemple témoin, si j'ai envie. Je choisis la couleur qui me plaît, du rouge par exemple, et je continue. Alors j'arrive sur cette fenêtre sur laquelle je vais pouvoir rentrer les paramètres astronomiques. Alors faites bien attention parce qu'il y a un total de 3 fenêtres à renseigner. La première c'est celle-ci et les autres elles sont accessibles en cliquant sur les boutons en bas qui ne sont pas toujours visibles. Donc la deuxième fenêtre elle est ici, ce sont les émissions de CO2. Troisième fenêtre, les rétroactions climatiques. Alors je reviens ici et je vais indiquer les paramètres que je veux, je vais les fixer. La distance Terre-Soleil, elle est actuellement de 150 millions de kilomètres, à peu près, puisque vous savez aussi qu'elle change un petit peu au cours de l'année. Alors je pourrais mettre ici n'importe quelle valeur, ne serait-ce que par curiosité, mais je vais quand même essayer de rester réaliste en gardant les paramètres actuels, qui étaient d'ailleurs les mêmes en 1750, un peu chose près. Donc ça, je ne change pas. Je reviens avec la flèche à gauche, en haut à gauche, là, à mon écran précédent, et je regarde l'élément suivant. La puissance solaire, alors elle a changé dans l'histoire du système solaire, mais pas significativement en quelques siècles. L'excentricité, on va choisir aussi sa valeur actuelle, là, de 0,0167. Alors si vous n'êtes pas au clair sur les termes employés, vous avez souvent des petits schémas explicatifs, ici sur lesquels vous pouvez cliquer pour voir un peu, ça vous montre un peu les choses, ça vous permet un peu d'avoir des explications si vraiment vous galérez un peu. Je ferme le schéma avec la petite croix et je reviens, donc ça on a dit qu'on le validait. L'obliquité, ça c'est la, comment dire, on parle bien sûr de l'axe de rotation de la Terre, qui vous le savez fait un angle avec la perpendiculaire avec l'orbite, et cette valeur elle est de 23,5 degrés, donc ça aussi je ne bouge pas. Et enfin, bon, la précession des équinoxes, j'en parle même pas, mais aussi on va garder les paramètres actuels. Deuxième série de paramètres. Donc, vous faites attention, vous n'appuyez surtout pas sur le bouton jaune avant d'avoir tout paramétré. Ce sont les émissions de CO2 ici, ou plus précisément les flux de CO2, puisqu'il y a aussi du CO2 qui est capté dans les puits naturels que vous connaissez, la végétation ou les océans par exemple. Alors, émissions anthropiques, c'est les émissions d'origine humaine. Je vais garder le chiffre actuel, qui est ici de 8 gigatonnes de carbone par an, même si bien sûr, ça ne correspond pas à la situation pré-industrielle, c'est le biais que j'introduis dans ce modèle, ça donnera quand même une idée. Le volcanisme, ça c'est un mécanisme géologique sur lequel on n'a aucun impact, mais qui génère quand même du CO2. Bon, je ne vais pas changer cette valeur non plus. Le stockage biologique, alors il faut réaliser que tous les êtres vivants sont constitués de carbone, pas seulement les végétaux, donc il y a du stockage, il y a aussi notamment la respiration qui libère du CO2 dans l'atmosphère, et au final le bilan est nul, donc ne soyez pas surpris par cette valeur. Et puis le dernier, c'est l'altération continentale, donc la transformation des roches si vous préférez, et l'altération de minéraux comme les silicates par exemple, pompe du CO2 dans l'atmosphère, donc c'est bien un puits de CO2 comme indiqué ici. Ok, et puis le dernier, ce sont les rétroactions climatiques, donc ça vous connaissez par cœur normalement. L'albédo, c'est-à-dire le pouvoir réfléchissant des surfaces selon leur couleur. L'albédo terrestre, en moyenne il est de 0,3, 0,33.
et il diminue lorsque les glaces océaniques et continentales disparaissent. Alors je laisse ici le logiciel calculer ça automatiquement. Idem pour le puits océanique, vous savez que le CO2 se dissout dans l'eau pour donner des ions hydrogénocarbonate, donc c'est bien un puits de carbone. La végétation également, donc qui va pomper comme une part significative des émissions de CO2. Et puis la vapeur d'eau, qui est un gaz à effet de serre qui va amplifier ce réchauffement climatique à mesure qu'elle est produite. Une fois que j'ai paramétré tout ça et que j'ai terminé, je lance les calculs en appuyant sur le bouton en jaune à droite ici. Ça prend une seconde peut-être pour obtenir ces graphiques. Donc je peux voir donc, ces différents résultats, le niveau de la mer qui augmente, l'albédo qui diminue, la concentration en CO2 qui augmente, puisque ça s'accumule dans l'atmosphère, la calotte glaciaire qui va remonter vers le nord, dont la superficie se réduit. Et puis bien sûr, la température, enfin ça c'est le résultat attendu, mais le modèle le reproduit, la température moyenne qui augmente suite à cette production de CO2, qui bien sûr ne correspond pas à la réalité. Là on est passé d'environ 14,5 à un peu moins de 18 degrés, donc pratiquement 4 degrés d'élévation en 250 ans. Voilà, si je veux éventuellement corriger des choses que j'ai faites, si je veux changer le nom par exemple dans ma simulation, je clique sur cette icône, ça me donne accès aux paramètres pour vérifier que j'ai pas fait d'erreur, éventuellement je peux réparer mes erreurs si j'en ai fait. Les émissions de CO2, donc c'était bien 8 gigatonnes de carbone par an et les rétroactions calculées automatiquement. Voilà, si je veux lancer une autre simulation, j'ai qu'à appuyer sur le plus ici, je reviens à l'état de départ, et l'idée c'est de changer en général un seul paramètre. Donc qu'est-ce que je vais faire, je vais par exemple changer la concentration en CO2, je vais essayer de faire une concentration nulle, on peut toujours rêver, mais on peut en tout cas le simuler, donc 0 CO2, je choisis du bleu, hop, donc je vérifie quand même que les paramètres n'aient pas bougé, hop, normalement ça reste identique, faites attention à l'excentricité, vous remettez bien l'excentricité actuelle, voilà, je vais très vite, ça c'est tout bon. Ensuite, deuxième fenêtre, les émissions de CO2. Les émissions anthropiques, on va les considérer comme nulles, ou en tout cas très faibles. Okay, donc ça aussi c'est le choix que je fais. Volcanisme, ça bouge pas, etc. Bon, je vous laisserai vérifier, normalement rien ne bouge. Les rétroactions, pareil, elles sont calculées automatiquement et j'y touche pas. Ou je pourrais y toucher éventuellement, mais c'est une autre question à laquelle je réponds. Je lance à nouveau le calcul, donc je superpose, je rappelle en bleu, cette nouvelle simulation. Donc le CO2 il est virtuellement nul, l'accumulation du coup ne se fait pas, on a une température qui reste essentiellement stable, donc ça vous démontre ce que vous savez déjà, que l'effet du CO2, de ce gaz à effet de serre, est massif sur le climat. En tout cas c'est ce que ce modèle permet de voir. Voilà, si maintenant vous avez besoin de travailler avec des chiffres, ça peut arriver, si vous avez besoin des valeurs brutes, elles ne sont pas évidentes à voir sur les graphiques, eh bien vous pouvez y accéder en cliquant sur cette icône là, tout en haut à droite, qui va vous permettre d'exporter une ou plusieurs, on peut toutes les exporter, simulations que vous avez faites. Donc vous appuyez là-dessus, exporter, et ça va générer, alors dans le fichier que vous voulez, moi je l'ai appelé climat, j'enregistre une première, une deuxième, et je peux aller voir à quoi ça ressemble. Ce sont des fichiers de type CSV, alors ils sont normalement exploitables avec n'importe quel tableur, qu'il s'agisse d'Excel ou d'une autre version, de type OpenOffice par exemple. Donc si je clique dessus, je trouve, ça je vais lui dire OK, je trouve des valeurs, donc les années 1750, 1755, les émissions de CO2, la température, bref, tous les paramètres que j'ai ici, et je peux lire ici précisément la valeur, ici c'est 14,4 degrés en 1750, et j'atteins au final voilà, pratiquement 17,8 degrés Celsius. Donc ça vous permet d'avoir des choses plus précises si vous en avez besoin. Voilà le genre de choses qu'on peut faire avec SimClima. J'espère que cette démonstration vous permettra de comprendre le principe du modèle et surtout de prendre le logiciel en main confortablement.